Bienvenue dans Chispa. Ici, on parle de la vie de femmes, de celles qui deviennent mères, de celles qui entreprennent, de celles qui traversent des tempêtes et qui essaient de garder leur lumière allumée. Chispa, c'est une étincelle, un espace sans tabou pour mettre des mots sur ce que l'on vit quand tout change. Pour faire vivre ce podcast, n'hésite pas à liker ou à le partager. Je suis ravie que tu sois là. Installe-toi, on commence! Hello les filles, bienvenue dans ce premier épisode. Pour vous contextualiser, il fait hyper beau et je suis hyper contente d'être avec vous. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de crise identitaire et postpartum. Le deuil de sa vie d'avant. Donc l'idée c'est vraiment, si vous êtes une maman et que vous avez parfois l'impression d'avoir perdu votre identité, que votre vie d'avant vous manque, cet épisode est pour vous. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà sentie perdue? Est-ce que vous vous êtes sentie seule ou différente depuis l'arrivée de votre bébé? Moi, en fait, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis maman depuis 8 mois, donc ça, depuis juin 2025. Je suis entrepreneur depuis 10 ans. J'ai monté plusieurs entreprises en France et à l'étranger. Et je suis créatrice de contenu, donc c'était voilà, c'est plutôt un hobby pour le moment parce que j'adore partager et créer du contenu. Et comme vous l'avez compris, je suis en plein postpartum et comme je vous ai expliqué pendant l'épisode 0, l'idée de ce podcast, c'est vraiment de partager mon expérience, qui n'est pas une vérité absolue, normaliser ce qu'on vit en tant que femme, en tant que maman ou en tant qu'entrepreneur, lever les tabous, ouvrir le débat, ouvrir la discussion surtout, et cheminer vers un questionnement. C'est vraiment l'idée. Donc aujourd'hui, on va parler de 3 choses. D'abord, la crise identitaire après la naissance, la montagne russe du postpartum et le deuil de sa vie d'avant. Et je vous partagerai aussi des clés concrètes pour mieux vivre cette période. Ça me semble important de quand même apporter de la valeur et de pas juste raconter ma vie. D'abord, commençons par la partie crise identitaire. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est qu'une crise identitaire en postpartum? Ça peut s'expliquer par une perte de repères, un questionnement sur soi, un sentiment de ne plus se reconnaître. Et en fait, c'est la crise identitaire, c'est pas juste un coup de fatigue, c'est un déséquilibre temporaire entre l'image de soi d'avant et la nouvelle réalité. Et ça peut être voilà une crise identitaire en postpartum, mais ça arrive aussi à d'autres moments de la vie. Ça peut être par exemple quand vous terminez votre lycée et que vous commencez vos études supérieures, quand vous terminez vos études supérieures et que vous commencez votre vie d'adulte indépendant. En fait, c'est dans des grandes transitions de la vie que vous pouvez avoir ce type de crise identitaire. Et en fait, elle se traduit par un questionnement profond sur qui on est. Qui on est, ce que l'on veut et surtout comment on s'inscrit dans ce nouveau rôle. Et rassurez-vous, c'est pas pathologique, c'est une étape normale d'un réajustement en fait psychologique et émotionnel. Ça peut déjà vous rassurer. Alors, pourquoi ça arrive? Il y a plusieurs facteurs qui se combinent. D'abord, il y a le facteur physiologique. Il y a des changements hormonaux puissants dans le cas du postpartum. Les œstrogènes, la progestérone, la prolactine. Ça crée une fluctuation de l'humeur et une anxiété qui est plus accrue. Aussi la fatigue chronique, évidemment les nuits courtes avec nos bébés, qui créent davantage de sensibilité émotionnelle, ce sentiment d'être à fleur de peau, d'être fatigué, que je pense nous sommes beaucoup à ressentir. Il y a aussi les facteurs psychologiques, cette nouvelle responsabilité énorme d'avoir un bébé qui ne dépend que de nous, à pouvoir le rendre, de ne pas pouvoir s'en défaire, et je le dis avec bienveillance évidemment, mais c'est ce sentiment en fait qu'on est tout pour lui et que sans nous il ne peut pas survivre. Donc c'est quand même une pression nouvelle sur nos épaules que l'on n'avait pas avant. Avant on se contentait de penser à ce qu'on voulait faire de la journée,
qu'est-ce qui nous faisait plaisir, qu'est-ce qu'on voulait manger, comment on voulait s'organiser. Quand on avait un truc, on partait en 5 minutes et c'était fait. Au mieux, quand on est en couple, on pensait à la vie de couple, à son conjoint, etc. Mais c'est pas le même poids en fait qu'un petit être humain qui dépend à 100% de vous et surtout, enfin, il y a la notion, je pense, d'amour. En fait, il dépend de vous, mais d'aimer inconditionnellement. Voilà, il y a cette partie de dire il dépend de moi et je l'aime, donc je veux donner le meilleur et voilà. Ce sentiment de perte d'autonomie, de perdre sa vie d'avance, c'est-à-dire que en fait, l'organisation n'est plus la même. Je peux pas penser à moi comme je pensais avant à moi. Mon bébé est ma priorité. Et il n'y a pas que le bébé, il n'y a pas que moi, il y a mon couple, il y a ma famille, il y a mon travail. Donc en fait, c'est le panel global qui change et cette perte d'autonomie, elle est vraiment avérée. Et il y a quelque chose qui moi me touche personnellement aussi, c'est la comparaison avec d'autres mères ou avec son ancienne vie. Alors évidemment, on sait que c'est pas bon de se comparer, blablabla, mais mine de rien, naturellement, enfin moi c'est quelque chose que je fais quand même, sans nécessairement le vouloir, mais c'est quelque chose qui m'arrive souvent de me comparer. Et en fait, c'est évidemment nocif parce qu'on se compare soit à des amis ou à des mamans même qu'on connaît pas, qui n'ont pas d'enfants, ou à des mamans qui ont déjà passé cette étape de la première année, des premiers mois, et on a l'impression qu'elles avancent beaucoup plus vite que nous. Évidemment, c'est peut-être le cas. Déjà, bon, il faut savoir que dans la vie, quand on voit surtout les réseaux sociaux ou même des personnes plus ou moins proches, on voit la vitrine. Et je m'inclus dans ce que vous voyez de ma vie. Vous voyez la vitrine de ce que je souhaite partager, mais vous ne voyez pas les coulisses de ces personnes avec qui vous vous comparez. Donc, toujours rappelez-vous de ça. Ce qu'on voit, c'est pas la réalité, c'est une partie de la réalité, une bribe, bon, bref, une partie de ce qu'on souhaite vous montrer, mais pas l'entièreté. Donc déjà, pour avoir un jugement de comparaison, c'est biaisé, il faut en être consciente. Et ensuite, se demander, est-ce qu'elles sont aux mêmes étapes de la vie que moi? Et souvent, la réponse est non. Donc évidemment, quand une copine a un enfant de 3 à 4 ans, ou qu'elle n'a pas encore d'enfant, on peut pas se comparer déjà. Elle est à une autre étape de vie. Donc voilà. Et puis même si on est aux mêmes étapes de vie, avec le même nombre de mois postpartum, le même âge de bébé, etc., on n'a pas la même vie de base. Donc on n'a pas le même enfant, on n'a pas le même rapport à la maternité. Donc la comparaison n'est pas objective. Et puis, il y a un facteur qui est quand même social et culturel, c'est qu'on a une pression, je trouve, déjà en tant que femme. C'était déjà le cas et c'était déjà un sujet qui me rendait un peu folle. Mais en tant que maman, il y a cette injonction de la maman parfaite. Il y a une culpabilité énorme si on ne correspond pas à ce modèle. Et il y a un flux d'informations à l'heure d'Internet qui est un véritable trésor parce que on est moins seul, on trouve les infos, on sait ce qui est bon, ce qui est moins bon, on peut se renseigner, on a plusieurs sources, on a plusieurs débats, on a des études. Bon, c'est une richesse incommensurable, mais c'est aussi un poids, mais un poids sur nos épaules. Enfin, moi, je l'ai vu avec le RGO de ma fille. Je disais tout et son contraire. Pour le sommeil, c'est pareil. Autonome, il faut un peu laisser pleurer en laissant la main sur les fesses. Il faut pas laisser pleurer, le lien d'attachement, le machin. Bref, on peut vite s'engouffrer et devenir folle là-dedans. Et moi qui suis un peu obsessive sur certaines choses, je me mets à lire 3000 trucs. Après, je me questionne, je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la vérité? En fait, je pense que il n'y a pas de vérité absolue, c'est comme tout. Déjà, il y a des bases avec des études poussées, plus ou moins abouties, et l'idée, c'est qu'on a toujours notre libre arbitre et personne ne connaîtra aussi bien votre enfant que vous-même.
Donc, tant qu'on fait du mieux qu'on peut, qu'on lui donne de l'amour, qu'on le respecte, et voilà, et qu'on essaye d'être un bon parent, je pense qu'on a déjà fait une bonne partie du chemin. Mais c'est vrai que c'est pas facile quand on y est. Et voilà. Et la dernière chose que je voulais vous dire du coup par rapport les facteurs sociaux et culturels, c'est qu'on peut avoir un isolement qui est possible, voire, je pense, inévitable, parce qu'on voit moins ses amis, on a moins de vie sociale, on a moins de temps pour soi, et ça renforce en fait le sentiment de perte de soi. Donc, les symptômes de cette crise identitaire, ils peuvent être nombreux. En fait, ils peuvent être émotionnels, c'est-à-dire une tristesse, une nostalgie de sa vie d'avant. Ils peuvent être liés à de l'irritabilité, à de l'impatience, à un moment en fait de questionnement profond. Et ça, je l'ai eu moi. C'est qui suis-je? En fait, qui suis-je vraiment? Qui suis-je maintenant? Qui je veux être pour ma fille en tant qu'exemple ou en tant qu'être humain sur cette planète? Qui je suis maintenant? Ah là là, vous avez 4 heures, hein. Je vais vous laisser sur ça, les amis. Non, en vrai, c'est une vraie question à laquelle on n'aura très certainement pas la réponse à l'instant T, mais je pense que, bon, déjà, c'est peut-être un luxe de pouvoir se la poser. J'en suis consciente, mais se dire, ce chamboulement de vie, qu'est-ce que je veux en faire? Qui je suis maintenant? Après, il y a les symptômes comportementaux. On peut avoir, par exemple, un désintérêt temporaire pour ses passions ou pour ses projets d'avant. On peut avoir une difficulté à retrouver ses routines personnelles. Par exemple, moi, le yoga, j'ai mis très très longtemps à m'y reconnecter. Alors ça fait beaucoup de bien. Peut-être parce que je me cherchais des excuses ou juste parce que j'étais fatiguée et que c'était pas la priorité. Et on peut avoir en fait, ouais, c'est ça que je voulais vous dire du coup, c'est qu'en fait, ça peut être compensé par un hyper investissement avec son bébé pour compenser le sentiment de perte de soi. Et moi, je le ressens vraiment comme ça, c'est-à-dire que comme on sait plus vraiment qui on est, qu'on est un peu perdu, même beaucoup perdu à l'intérieur de soi, eh ben, on ne vit plus qu'à travers son bébé. Et je pense que c'est mon, enfin, tout ce que je partage, je vous l'ai dit, c'est mes idées, hein, c'est pas, vous pouvez totalement être en désaccord avec moi, et je serais ravie d'en discuter en plus. Je me dis, comme on sait plus qui on est, et que ça demande tellement d'efforts de se poser les bonnes questions, et qu'on est fatigué, en fait, on préfère, enfin, moi je le vois vraiment comme ça sur ma vie personnelle, on préfère se surinvestir sur son bébé, lui donner le meilleur et penser qu'à elle, qu'à lui, que ça devienne, parce qu'en fait c'est devenu vraiment mon monde et c'est ça qui peut être un peu dangereux. Je vais aller boire un coup. Donc voilà, ça peut être dangereux, même si je pense que les premiers mois c'est nécessaire, surtout pour un premier enfant. Mais c'est vrai que sur le long terme, il faut se poser les bonnes questions, je pense, et ne pas s'oublier et retrouver un équilibre de vie pour que maman aille bien, parce que comme on dit, quand maman va bien, la famille va bien. Et attention, c'est pas facile, hein, je suis en plein dessus, mais je pense que ça fait partie du cheminement qu'il vaut mieux avoir. Ce sentiment d'être déconnecté de soi, si ça peut vous rassurer, c'est pratiquement une femme sur 3 qui ressent une perte d'identité significative après la naissance. La source, c'est le Journal of Maternal Health. Donc les filles, si ça peut vous rassurer, vous n'êtes pas seules. Pour parler plus de mon expérience, parce que c'est un peu le but de ce podcast, que ça fasse effet miroir avec peut-être ce que vous ressentez. Moi, je l'ai vraiment, je la ressens vraiment, cette crise identitaire. Quand j'ai dû recommencer le travail, en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? L'entrée à la garderie a été très compliqué pour moi parce qu'en fait, je me suis questionnée en me disant, bah, j'ai fait un bébé pour le laisser à des inconnus, aussi bienveillantes soient-elles. Je vivais pour mon travail. Mon travail, c'est ma passion. J'adore mon travail.
Je n'ai pas l'impression de travailler. J'ai la chance d'être à mon compte, d'avoir un agenda flexible, de m'organiser comme je veux. Mon travail, c'était ma vie. Je travaillais presque le week-end. Je travaille beaucoup parce que j'adore ça. Et j'ai toujours dit que je ralentirais pas une fois que je serais maman, que je comprenais pas les mamans qui ralentissaient, qui mettaient leur carrière de côté. Se définissaient comme maman avant d'être, par exemple, chef d'entreprise ou d'être, voilà. Pareil, si vous êtes collaboratrice dans une entreprise. Je pense, j'ai pu être par le passé condescendante sur ce sujet parce que je ne comprenais pas comment on pouvait se laisser de côté juste, et je mets de gros guillemets pour ceux qui voient pas la vidéo, juste parce qu'on devenait maman. Et en fait, je pense que la crise identitaire, de mon côté, elle a peut-être été encore plus violente parce que justement, et ça me met les larmes aux yeux en vous en parlant, justement, je me suis dit, mais en fait, je suis maman et le monde tourne différemment depuis. Vraiment, c'est devenu mon monde. Et en fait, tout le reste n'a plus d'importance. C'est-à-dire que, évidemment, je dois travailler. Évidemment, je dois avoir des revenus. Ça n'a plus du tout la même importance que celle que je donnais avant. Et ça a été un chamboulement pour moi parce que je mesurais ma valeur à ce que je délivrais via surtout mon travail. Et là, en fait, j'ai l'impression d'avoir trouvé, en fait, ma valeur, en fait, j'ai l'impression pour la première fois de ma vie d'être suffisante. J'ai mis au monde un être humain. Pour cet être humain, je suis tout. Boulot, c'est de la maintenir en vie, lui donner la meilleure vie possible, de l'accompagner dans son éducation pour qu'ensuite elle puisse voler d'où ses propres ailes. En fait, le sens de ma vie, bah voilà, il est là, quoi. Enfin, donc, si vous voyez la vidéo, je suis toute rouge. Si vous écoutez, j'ai coupé au montage. Mais en fait, je fais que me boucher. Ça me fait pleurer. En même temps, bon, on parle d'un truc sensible, donc voilà. Mais vraiment, moi, j'ai mis du temps à comprendre en fait que c'était un truc que beaucoup de femmes vivaient, et c'est pour ça que j'ai voulu en parler parce que je n'avais aucune idée de ce que c'était cette crise identitaire. C'est en discutant avec une connaissance à moi que j'ai connue récemment. Et en fait, en parlant, juste en disant 2-3 mots, parce que bon, j'aime pas trop m'étaler sur ce sujet, j'aime pas parler de trucs négatifs. Quand je parle, c'est plutôt pour des trucs positifs, mais juste en disant 2-3 trucs, elle a capté ce que j'étais en train de vivre et elle m'a dit, mais Léa, c'est totalement normal. Elle m'a rassurée par rapport à ça et elle m'a dit, mais cette crise identitaire, c'est elle qui a mis les mots crise identitaire sur ce que je vivais. Je l'ai vécu aussi. Et tu n'es pas seule, on est beaucoup à le vivre et c'est totalement sain en fait de le vivre. C'est même plutôt normal, sain, et tu vas recomposer avec ce nouveau quotidien, avec cette nouvelle vie. Donc je vous transmets ces mots si vous vivez la même chose et si ça peut vous rassurer. Qu'est-ce que j'ai fait une fois que j'ai identifié ce truc? En fait, bon, le plus dur, c'était un peu la partie de flottement où je savais pas trop ce qui m'arrivait. Je me disais, mais je la mets à la crèche, je la donne à des inconnus qui vont s'occuper d'elle. À quoi ça sert d'avoir fait un enfant pour ça, pour retourner travailler, pour retourner dans ce truc? Et en fait, ça m'a rendu folle. Je me suis dit, mais en fait, mais on est tellement pas prise en charge. Pendant la grossesse, on nous chouchoute, etc. On accouche et c'est boum, débrouillez-vous. Mais c'est là, en fait, que limite le plus dur démarre. On fera un autre épisode sur la grossesse, rassurez-vous. Mais c'est là que le plus dur démarre, parce que en tant que parent, et j'inclus le coparent dans cette nouvelle phase d'expérimentation, c'est vraiment là que ça commence. On est dans une phase de flottement parce qu'on est dans un tunnel où on apprend tous les jours des nouvelles choses. On sait pas comment s'en sortir. On fait du mieux qu'on peut. On demande des conseils à droite à gauche. On regarde la montagne de contenu sur Internet pour avoir des réponses à nos questions. Personne nous explique en fait que ce qu'on vit, c'est normal. Alors je pense que je fais quand même partie des gens qui se posent beaucoup, parfois trop, de questions. Mais voilà, c'est important d'accompagner sur cette partie-là. Une clé actionnable que vous pouvez, que j'ai faite et que vous pouvez faire dans ce cas-là, si vous ressentez les symptômes décrits précédemment, et identifier en fait quelles sont vos nouvelles priorités.
Et tout simplement parce que je sais que si vous venez d'être parent, vous n'avez pas le temps de faire des méthodes qui vous prennent ne serait-ce que 20 minutes de votre journée. Vous les avez pas, j'en suis consciente et je suis dans la même que vous. Mais voilà, juste notez 3 choses qui comptent vraiment pour vous aujourd'hui, même si elles sont petites, même si elles vous paraissent insignifiantes. Pas de jugement de valeur sur ça. Vous notez 3 choses qui comptent vraiment pour vous aujourd'hui et vous faites du tri. C'est-à-dire, vous apprenez à dire non, vous apprenez à ralentir et ces 3 choses, ça va devenir vraiment... Alors évidemment, ça peut être modifié avec le temps, mais ces 3 choses, ça va devenir vos piliers. Je ne sais pas si vous avez lu le dernier livre de Léna Mafouf, on me l'a offert à Noël, qui s'appelle Encore mieux, le livre vert. Dedans, elle parle d'une table et vous imaginez les 4 pieds de la table. Et en fait, les 4 pieds de la table, ce sont les 4 piliers de votre vie. Et s'il y a un pilier qui flanche, toute la table flanche. Donc, l'idée, c'est vraiment, vous vivez quelque chose de totalement changeant. Vous avez une nouvelle vie. Vous êtes peut-être un peu perdu actuellement sur qui vous êtes et ce que vous voulez apporter au monde ou à votre famille. Donc, revenons aux bases et juste sans méthode ou trucs farfelus, juste demandez-vous, OK, aujourd'hui, quelles sont les 3 choses les plus importantes pour moi et qu'est-ce que je peux faire pour les mettre en avant. C'est-à-dire que moi, j'ai fait l'exercice, je vais pas vous lister les 3 choses, mais une de mes choses, c'était du coup ma vie de famille, ma vie de maman. Et donc, j'ai décidé en fait de lever un peu le pied sur mon travail et jusqu'à ces 1 an, de la mettre comme priorité absolue. Et c'est OK, en fait. Il y aura forcément un truc où il faudra mettre moins d'énergie et le mettre un peu en retrait pendant peut-être quelques mois ou quelques semaines. Mais c'est OK parce qu'en fait, c'est comme ça que vous allez retrouver du sens dans ce que vous faites et que vous allez pouvoir mieux aborder cette situation complexe. Bon, la deuxième partie, c'est le postpartum et ces montagnes russes émotionnelles. On en a déjà un peu parlé dans tout ce que je viens de vous dire. Mais vraiment, c'est la joie, de la culpabilité, de l'anxiété, de la tristesse extrême. En fait, on peut passer du tout parce que notre corps est épuisé, mais on vit en même temps la meilleure partie de notre vie parce enfin, pour certaines mamans, ce sera bien parti, pour d'autres non, et c'est totalement OK, parce qu'on a mis au monde un petit être et en fait, ça vient tout chambouler. Et si ça peut vous rassurer, ça aussi, c'est très fréquent, c'est physiologique, donc faut pas s'inquiéter. Moi, ce que j'ai vraiment ressenti, c'est ce sentiment de solitude, alors que je suis extrêmement bien entourée. Donc, je pense que c'est plutôt un sentiment de solitude qui est intérieur. C'est ce chamboulement psychologique et hormonal qui se vit de l'intérieur. Il y a cette vie sociale qui diminue. Il y a l'idée de vouloir vivre comme avant, de pas trop faire de sacrifices sur sa vie d'avant, mais on peut pas parce que si on veut et donner le meilleur à son enfant, il faut, voilà, il y a les siestes, il y a les machins, les trucs. Donc on a quand même un certain rythme à suivre. Et après, voilà, il y a la personnalité de votre enfant. Si c'est un enfant plus ou moins facile, entre guillemets, hein, évidemment. Nous, on a eu beaucoup de reflux au début parce que on s'est rendu compte au bout de 3 mois qu'elle était allergique aux protéines de l'élevage via mon lait. Donc elle hurlait tout le temps. Donc ça a créé des stratégies de sommeil, des troubles du sommeil. Donc maintenant, on galère pour qu'elle dorme. Voilà, donc c'est sûr que quand tu as un enfant comme ça, c'est plus compliqué. Tu vas essayer de rester plus souvent chez toi, d'instaurer une routine, qu'elle dorme tout le temps au même endroit, qu'il fasse nuit, enfin noir. Quand tu as un enfant qui est plus facile, tu vas peut-être l'amener à des soirées, au resto, chez des potes. Il va dormir différemment, il va s'adapter, etc. Dans tous les cas, il y a quand même un changement de rythme à appréhender. Et en fait, ce sentiment de solitude, je le ressens aussi parce que j'ai beaucoup d'amis, enfin beaucoup d'amis, non, j'ai des vrais amis que j'adore voir. Et en fait, à chaque fois qu'on veut se voir, soit c'est la sieste de la mienne, soit c'est la sieste de la leur, soit ils ont autre chose à faire, en fait, nos agendas n'arrivent pas à se combiner. Et donc, même si on est présentes les unes pour les autres, physiquement, dans la vraie vie réelle, on se voit peu. Parce que, évidemment, c'est le bien-être des enfants en premier. Et le travail et la vie suit son cours et c'est très difficile, en fait, de se voir.
Donc je trouve que même si on se voit pas dans la vie réelle, c'est hyper important de bien s'entourer, ne serait-ce que virtuellement. Faut garder un cocon sain, en fait, un cocon qui vous soulage plus qu'il ne vous stresse. Vraiment un cocon qui qui vous fait sentir plus légère, qui vous comprend, qui vous juge pas. Tout le reste, c'est next. On n'a pas l'énergie actuellement, donc ça reviendra peut-être plus tard. Moi, ça m'a vraiment obligée à mettre des limites, alors qu'à la base, je suis vraiment une people pleaser, c'est-à-dire, j'en parlais un peu dans l'épisode 0. J'essaye vraiment d'être toujours lisse, polie, sympa, d'être là pour les autres, mais là, ça m'a obligée à mettre des limites parce que je suis épuisée, j'essaye de jongler avec plein de trucs. Et quand t'as pas d'énergie, ben, que tu dors très 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 mal depuis 8 mois, voilà, t'as plus de filtre. Tu fais du mieux que tu peux et tu peux pas porter ton sac à dos comme tu le portais avant. Donc, ça permet d'épurer. Et tout ça pour vous dire du coup que via des groupes WhatsApp, même des gens qu'on connaît pas, enfin ça peut être par exemple ce podcast, ma communauté Insta, d'autres communautés, vraiment trouver un endroit où vous avez une bouffée d'air frais et qui vous permet d'être comprise et entendue sans être jugée et sans avoir davantage de poids dans votre sac à dos. Il y a forcément un tri naturel qui se fait parce que euh, c'est un moment voilà différent de votre vie. Ça veut pas dire que c'est la fin d'une relation, loin de là. C'est une priorisation à l'instant T. Et ce qui est important, je pense, c'est de le verbaliser avec vos amis. Parce que j'ai été moi-même cette amie qui n'avait aucune idée de ce que mes amis qui étaient devenus maman bien avant moi des idées. Et c'est ok aussi, je pense. C'est bateau, malheureusement, de dire ça, mais tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas le comprendre. Donc c'est ok d'avoir des amis qui ne comprennent pas. Et c'est ok, du coup, de se rapprocher de celles qui comprennent. Et en plus, même celles qui comprennent, chaque grossesse, chaque postpartum, chaque enfant est tellement différent que même une autre amie qui a été maman, par exemple, si elle a eu un bébé facile et que nous, on a un bébé compliqué, qui dort pas, qui a des soucis de santé ou quoi, même elle, en étant maman, elle ne comprendra peut-être pas ce que vous vivez et pour elle, ça paraîtra peut-être exagéré ou elle aura peut-être le sentiment que vous vous noyez dans un verre d'eau. Donc en fait, juste, il n'y a pas de jugement de valeur, c'est juste à l'instant T, rapprochez-vous des personnes qui vous soulagent. Et les autres, c'est pas que vous les aimez pas, c'est pas que vous les mettez de côté, c'est juste que pour le moment, vous n'avez pas assez d'énergie pour vous justifier, pour expliquer ou voilà pour être cette personne que vous étiez avant. Je sais pas si je suis très claire. J'espère que ce sera que ce sera compris et pas mal interprété. Donc, je trouve qu'il y a quand même une solidarité entre mamans, même si on vit pas la même chose, qui est très subtile et qui est très réconfortante. Et ça, c'est cool en fait. C'est cool parce que c'est inexplicable, c'est très beau, je trouve. Et au début, tu peux te sentir vraiment seule, mais t'as ces mamans qui savent et qui t'envoient un petit message, qui sont là. Même si tu ne parles pas tous les jours, même si tu arrives pas à te voir avec ton agenda, tu sais qu'elles sont là. Il y a un petit message, je sais pas, un petit commentaire, un petit truc où elles te réconfortent en quelques mots. Et ça, c'est très précieux. Donc, si vous le vivez, peut-être n'oubliez pas, quand vos amis le vivront, de faire tout ça. Quelle clé actionnable pour cette partie-là je peux vous partager? On vous dira sûrement de faire du journaling, c'est-à-dire d'écrire dans un journal de gratitude, ce pourquoi vous êtes reconnaissant, etc. Franchement, on n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie de faire ça. Donc moi, ce que je peux vous proposer, un truc que je fais, c'est de ne pas l'écrire, mais c'est de le faire dans votre tête. Au moment où vous allez vous endormir, même si vous avez votre bébé dans les bras, vous vous rappelez de 3 choses que vous avez aimées aujourd'hui et 1 ou 2 choses que vous souhaitez laisser de côté et ne pas emmener avec vous le lendemain. Voilà, rappelez de 3 choses que vous avez aimées aujourd'hui et de 1 ou 2 choses. Je vous rappelle donc du coup, vous rappelez 3 choses que vous avez aimées aujourd'hui dans votre tête, hein, pas besoin d'écrire. Si c'est qu'une chose, c'est pas grave, c'est une chose. Et 1 ou 2 choses
que vous souhaitez laisser de côté et ne pas emmener avec vous le lendemain. Pour moi, cet exercice de gratitude, ça m'aide beaucoup à relativiser, à me dire qu'il y a toujours pire et à me dire en fait que tout passe et que chaque jour, c'est un apprentissage et qu'en fait, chaque jour vaut le coup d'être vécu, même si on est crevé, même si on est perdu. C'est toujours une belle expérience qu'on est en train de vivre, même si sur le moment c'est difficile à voir. Le fait de faire cet exercice le soir, ça permet de se le rappeler. Donc, pour finir, je voulais aborder le sujet du deuil de sa vie d'avant. Parce que c'est vraiment un truc dont on parle peu, qui, selon moi, est primordial. Parce qu'en fait, une fois que tu as ton bébé, ou une fois que tu as pris ta décision un peu radicale, si c'est pas en rapport avec le postpartum, il y a vraiment cette notion de responsabilité, c'est-à-dire de comment je réponds à ce qui m'arrive ou comment je réponds à ce que j'ai choisi et comment je vais de l'avant. Parce que bon, dans le cas d'un bébé, on peut pas le rendre au magasin. Évidemment qu'on n'a pas envie de le rendre au magasin, c'était une petite blague. C'est vrai qu'il y a ce deuil à faire et je pense qu'il faut pas le voir du tout comme un échec du fait que la vie d'avant n'existe plus, mais il faut le voir comme un nouveau concept. Certaines choses qui reviendront jamais et en fait c'est peut-être mieux comme ça d'ailleurs. Il y a d'autres choses qui vont se transformer en de nouvelles habitudes, de nouveaux moments, de nouvelles expériences, de nouveaux apprentissages. Donc je pense que plutôt que de le voir dans une énergie de manque, de je peux plus faire ci, j'ai plus ça, j'ai plus de temps pour moi, je peux plus aller, je sais pas, à la danse, je peux plus aller au foot, je peux plus faire ci, je peux plus travailler le samedi, je peux plus travailler le soir. Je pense que plutôt que de se concentrer sur une culture de manque, il vaut mieux se concentrer sur une culture de plus, une culture d'abondance. Qu'est-ce que j'ai appris grâce à ça? Qu'est-ce que je peux faire maintenant grâce à ça? Qu'est-ce que je peux mettre en place grâce à l'arrivée de ce bébé? Et c'est dur de shifter, hein. Je pense que si vous dites ça quand je vous dis ouais, elle est bien mignonne, elle a sa culture de la gratitude et tout. Je dis pas que c'est facile, c'est difficile et c'est quelque chose que j'essaye vraiment de faire quand j'ai des moments un peu de tristesse ou de ma vie d'avant ou de frustration en fait de ce que je peux plus faire. Et quand je commence en fait à lister et à voir les choses d'un autre œil, de l'œil de l'abondance, en fait c'est incroyable. Enfin, moi ma fille, elle m'a appris à lâcher prise. C'est un truc que je n'arrivais pas à faire avant. Elle m'a appris à ralentir, chose que je n'ai jamais réussi à faire avant. J'avais toujours des excuses. Je ne voulais jamais ralentir. Toujours des excuses. Je suis à fond, je peux pas, je suis débordée, je peux pas aller là, je peux pas faire ci parce que je suis débordée, j'ai trop de travail et tout. Mais en fait, si, je peux. C'est une question de où est-ce que je mets le curseur sur ce prochain trimestre. Où est-ce que je mets le curseur sur cette prochaine année? Et voilà, c'est tout. En fait, je pense que tout. Alors évidemment, dans la vie, il y a j'espère que quand je parle, vous comprenez la nuance de ce que je veux dire, parce que évidemment, il y a des moments très compliqués, des problèmes de santé, des choses qu'on contrôle pas, des histoires de vie plus ou moins terribles. Donc je conçois que dans ces moments-là, le truc prend la vie côté gratitude, il est hyper énervant. C'est pas ce que je vous dis. C'est plus, évidemment, c'est toujours bien de le faire, mais c'est plus dans une vie quotidienne, disons, banale, plutôt que de s'attarder sur ce qui nous manque, ce qu'on ne peut plus faire, plutôt mettre le curseur sur ce qu'on a appris et ce qu'on peut faire grâce à tous ces changements. Donc en fait, ouais, voilà, dans ce sentiment de perte, il y a vraiment un sentiment de renouveau, de renaissance qui est à explorer en tant que femme, je pense. On le disait tout à l'heure, qui je suis maintenant, qui je veux être, qu'est-ce que cette nouvelle expérience me permet d'être et d'incarner. Et c'est des questions qu'on s'autorise peut-être pas à poser. On se les pose pas tant qu'on n'a pas de changement radical dans sa vie et la maternité est un changement radical. En fait, moi, le fait d'avoir ma fille, ça a donné du sens à ma vie. Je pense souvent aux autres, je me fais passer après, je trouve des excuses et tout quand il s'agit de me faire passer moi en premier. En fait, le fait d'avoir ma fille, ça m'a
permis une chose, c'est vraiment de me dire, bah, si je le fais pas pour moi, faut au moins que je le fasse pour elle. C'est-à-dire que depuis que je l'ai, par exemple, tous les jours, je vais me promener en extérieur, je vais marcher et je trouve ce temps-là. Alors qu'avant, j'avais jamais le temps d'aller me promener, j'avais jamais le temps de faire du sport, et patati et patata, des choses que je me racontais dans ma tête. Et en fait, je me dis, si c'est pas pour moi, bah, fais-le au moins pour sa santé. Et le fait de le faire pour elle, eh ben, c'est mieux pour ma santé parce que si je regarde mes scores sur mon iPhone, je marche beaucoup plus qu'avant, je suis moins sédentaire, je prends plus l'air et je suis sortie tout l'hiver alors que avant je ne mettais pas le nez dehors quand il faisait froid ou quand il pleuvait un petit peu. Donc voilà, c'est pour vous illustrer un peu les choses qui qu'on peut découvrir quand on change un peu son prisme de vue. Et il y a plein de choses qui permettent de sortir de sa zone de confort surtout. C'est ça qui est intéressant. Et enfin, je me rends compte que depuis que je suis maman, et depuis, non, pas depuis que je suis maman, depuis que je me suis mise justement en tête de voir les choses du côté plutôt positif et du côté plénitude plutôt que manque, c'est en fait de me dire de rester en mouvement. Même les jours où je suis fatiguée, même les jours où j'ai très peu dormi, où je suis au bout du rouleau, enfin, comme nous toutes, je me dis reste en mouvement. Fais un peu. Ce sera peut-être pas beaucoup, ce sera peut-être pas ce que tu avais choisi de faire si tu n'avais pas eu tout ce bagage de ta nuit ou d'avoir un bébé, etc. Mais au moins, tu auras fait quelque chose. Et en fait, il y a cette gratitude et cette reconnaissance de au moins faire quelque chose, de rester en mouvement, d'avancer pas à pas, faire des petits pas par petits pas, de ne pas se mettre une pression avec des objectifs inatteignables. Et le fait d'avancer un petit peu chaque jour, c'est ce qui permet au final d'être peut-être plus efficace qu'avant avec les millions d'excuses que je me donnais. Et le fait de croire que j'avais beaucoup de temps devant moi, ça m'aidait à procrastiner en fait. Là, je suis plus efficace, je fais un petit peu tous les jours, je sors de ma zone de confort, je sais que j'apprends, je sais que je vais peut-être pas aussi vite que quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant ou quelqu'un qui a un mode de vie différent, mais j'avance. Et au final, seul l'avenir nous le dira sur cette année, mais peut-être que le fait d'avoir été plus constante, moins rapide mais plus constante, moins me cramer psychologiquement parlant, moins me cramer au travail, être plus constante, plus lente, posée, bah peut-être que sur le long terme, ça va me permettre d'être plus efficiente. Donc, ce que je voulais vous partager dans cette partie-là, et après on conclura parce que je pense que je parle beaucoup, vraiment de réussir, alors autant dans votre travail que dans votre vie perso, réussir à créer des nouveaux rituels pour vous. Évidemment, le temps n'est pas extensible, mais quand je parle de petits rituels, ça peut être 5, 10, 15 minutes dans votre journée pour faire du sport, faire de la méditation, prendre peut-être le temps de vous maquiller si ça vous fait plaisir. Voilà, prendre le temps de scroller si ça vous fait plaisir sur les réseaux sociaux, prendre le temps de cuisiner. Voilà, 5, 10, 15 minutes, plus si vous avez du relais à la maison. Mais prendre ce temps pour vous, pour que quand vous alliez vous coucher, vous ayez ce petit sentiment de plénitude et surtout pour que vous ne perdiez pas ce lien avec vos projets professionnels et avec cette envie et ce besoin d'avoir quelque chose à vous. C'est vrai que souvent, on pense que ralentir, c'est tout perdre, mais en fait, non. Tant qu'on reste en mouvement, c'est que du gain. Parce que on apprend, on compile avec le quotidien, le nouveau quotidien, et c'est ce qui permet en fait d'avoir un angle différent et peut-être même d'avoir de nouvelles portes et de nouvelles opportunités qui s'ouvrent. Donc je pense que ce qui est primordial, c'est de rester en mouvement, et c'est d'ailleurs un des messages clés du documentaire de Inoxtag sur la montée de l'Everest. Si vous l'avez pas regardé, bien que j'en doute, je vous conseille de le regarder. Bon courage pour trouver le temps de le regarder si vous êtes dans le même cas que moi. Mais ça donne des très très belles valeurs sur cette idée de rester en mouvement. Donc, pour résumer en fait ce qu'on s'est dit là pendant tout ce temps-là, j'espère que c'était pas trop long et que c'était intéressant pour vous.
Je vous récapitule les clés que je vous ai partagées. D'abord, bien identifier vos nouvelles priorités. Quels sont les piliers de votre vie sur lesquels vous voulez mettre le curseur pour cette année 2026. Ensuite, faire des micro-pauses de gratitude au moment du coucher dans 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante de la journée et 1 ou 2 choses que vous souhaitez laisser et que vous n'amenez pas avec vous pour le jour suivant. Et enfin, créer des nouveaux rituels, même s'ils sont courts, pour vous reconnecter à vous-même et à vos projets perso, vos passions. Et pour vous rassurer avant de vous quitter, tout ce que vous ressentez, je pense que c'est profondément normal. Vous n'êtes pas seul. Chaque petit pas compte. En fait, il n'y a pas de de trop petites choses. C'est vraiment chaque pas compte. Se lever le matin quand on n'a pas dormi, ça compte. Aller au travail alors qu'on aimerait rester collé à son bébé, ça compte. Voilà, il n'y a pas de petite victoire. Vraiment, focalisez-vous sur ces choses qui vous remplissent et pas sur celles qui vous manquent. Je pense que c'est le maître mot. Et voilà, donc j'espère que cet épisode sur la crise identitaire, le postpartum et sur le deuil de sa vie d'avant vous a intéressé. Pour celles qui veulent s'abonner au podcast, n'hésitez pas, vous aurez des épisodes qui arriveront prochainement. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes de podcast et en vidéo sur YouTube si vous voulez voir ma petite tête qui parle, mais bon, je suis pas sûre que ce soit très intéressant. Et puis un petit rappel, voilà, la maternité, ça transforme. Elle n'efface pas qui vous êtes. Chaque étape est un apprentissage. Et je pense que c'est une renaissance. En fait, on a donné naissance et c'est une renaissance de nous-mêmes. C'est beau, c'est déstabilisant, mais c'est hyper beau. Voilà les filles, donc n'hésitez pas à me partager votre expérience sur Instagram en commentaire ou en message privé si vous avez écouté l'épisode. À me donner un peu de force si jamais ça vous a paru intéressant, à le partager, à taguer des amis à qui ça pourrait parler. Là, je vous avoue que j'ai un peu les chocottes en lançant ce premier épisode, en parlant toute seule. Je sais pas si le sujet va intéresser ou quoi, ou si ça va être relayé, mais bon, je me lance et je fais mon petit pas à moi. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.